Bonjour chers amis de Studio Qualita, chers amis fidèles à l'émission Au fil des pages et qui me dites, lorsque vous m'écrivez, vous m'envoyez des messages que je vous ai fait découvrir tel ou tel auteur, tel ou tel sujet. Pour vos messages, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est bien, on a l'impression que le lien est là et puis certains d'entre vous m'ont même contacté et sont en train de devenir des amis. Alors je prononce le mot ami. Aujourd'hui, je crois que je peux vraiment l'avancer en toute sincérité parce que Claude Sidbon, bonjour Claude. Bonjour. Qui est mon invité aujourd'hui. C'est quelqu'un que je suivais en France. Il y a, comment on dit en Tunisie, il y a longtemps. Et j'avais découvert, j'étais à l'époque dans un petit village perdu du Maine-et-Loire où nous avons été la première famille juive à arriver. Et je suis tombée un jour, j'étais déjà adulte, sur ce livre-ci que vous allez avoir à un moment ou à un autre sur les écrans derrière nous. Regard sur les Juifs de Tunisie, qui était paru aux éditions Albin Michel, avec également Robert Attal, coécrit. Et ça m'a fait l'effet, mais c'est pas la Madeleine de Proust, c'est la bombe atomique de Proust, parce que du coup, on parlait de la Tunisie. Du coup, quand on a lu le livre, on s'est rendu compte que c'était pensé, c'était connu, c'était pensé, c'était analysé, c'était donc des choses intéressantes à découvrir même quand on venait de là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, moi, si je veux bien faire mon travail? Il faut que je vous le présente, il faut que je le cuisine pour savoir qui est ce bonhomme qui, très jeune, mûr, continue à être un Israélien très intéressé par tout ce qui se passe autour de lui et un Juif de Tunisie très à l'aise dans ses chaussures tunisiennes. Claude, est-ce que j'ai à peu près dit la vérité là? Tu as dit l'essentiel parce que tu es allé au cœur de ce que je suis. C'était notre rencontre, je me souviens, à Marseille, un hommage à Charles Haddad, en présence de Raoul Journeau, et tu m'avais donné ton livre. Donc c'est vrai que ça remonte à loin et ça remonte à pas loin, parce qu'il y a une espèce de fil tenu, de fil rouge, qui sont nos itinéraires, toi en Maine-et-Loire, moi en Israël, très curieusement. Pourquoi en Israël? Oui, justement, première question. Parce que, justement, moi, à Tunis, en utilisant sur le protectorat, les Français m'ont fait français, alors que j'étais tunisien. Je suis parti en France, faire mes études, j'ai fini une thèse à la Sorbonne, et les Français m'ont fait israélien. Pourquoi israélien? Parce qu'il y a eu deux événements majeurs qui ont marqué ma vie d'adolescence. C'était mai 67 et mai 68. J'étais en département de sociologie et là, j'ai découvert ce qu'il fallait que je sois le sujet de mon histoire et plus l'objet de mon histoire. Et je suis venu en Israël. Et là va se passer quelque chose de tout à fait curieux, comme des choses dans la vie. À Jérusalem, en 1970, il n'y a rien. Donc, un ami, prof Eddie Kaufman, fait une soirée chez lui et il invite des amis. Alors, des petits gâteaux, et le café, et même pas du café, du thé. C'est tout ce qu'il y avait à Jérusalem. Et là, très curieusement, se trouve un jeune journaliste qui était au journal à la Mishmar, personne ne connaît, mais c'était un journal du MAPAM de l'époque, qui aujourd'hui est un grand écrivain qui s'appelle Tom Segev. Ah en effet, excusez du peu. Et qu'est-ce que fait Tom Segev? Il me dit, Claude, d'où tu viens? Et moi, très naturellement, sans peut-être pas au courant de toutes les histoires, je dis, mais je viens de Paris. Il me dit, non, d'avant, d'où tu viens? Et donc, je viens de Tunis. Soit je me flingue, j'aime la vie, donc je me flingue pas. Soit je fais de la politique, j'ai pas une peau d'éléphant, j'en ai fait à peine un petit peu. Soit j'écris. Donc, je rencontre mon ami Robert Attal, avec qui nous allons faire ce livre qui est aujourd'hui la Bible pour tous les gens qui font des recherches au Canada, en France et ailleurs. C'est vraiment le vade-mecum du judaïsme tunisien. Et on a fini ce livre et je croyais avoir fini, si vous voulez, ma tâche, mais pas du tout. Le musée de la diaspora est venu nous demander de faire une exposition. Il s'appelle De Carthage à Jérusalem. Quel itinéraire! Et comme tu dis, quel itinéraire! Et donc, il y a dans cette exposition une iconographie extrêmement importante avec des choses curieuses. Et donc, voilà, c'est
encore une fois, bon, on va finir. Mais non, je me trouvais en mission à Paris et j'ai réuni ce qui est à mes yeux un art important. Le Nouvel Observateur, on avait fait, je me rappelle, un article, tous les intellectuels qui comptaient à cette époque-là, de Lucette Valenzy à Paul Sebag, en passant par Albert Memmi, et un splendide livre avec une iconographie que l'on ne retrouve plus jamais, et qui est, selon la formule heureuse d'Albert Memmi, ces juifs tunisiens peuvent donner à n'importe quel pays une université clé en main. Je trouve la formule heureuse parce qu'ils sont dans la médecine, dans le droit, dans le journalisme. C'est tout à fait étonnant. Alors là, encore une fois, pas du tout. Et arrive un autre point, si vous voulez, c'est l'histoire de la Shoah. Je ne sais pas si la mémoire intra-utérine existe. Les 6 mois, les gens ne savent pas, pendant 6 mois, les nazis étaient en Tunisie. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, j'ai entendu, j'ai vu, et je me suis promis, c'est le sujet d'un de mes prochains livres, de raconter les nazis en Tunisie. Pourquoi ? Parce que là aussi, quand on ne connaissait rien sur les Juifs de Tunisie, on savait encore, jusqu'à aujourd'hui, peu de gens savent cet épisode douloureux du judaïsme tunisien. Je suis parti à Yad Vashem et depuis 10 ans, à Yad Vashem, nous organisons chaque année au mois de décembre, autour du 9 décembre, une commémoration à Yad Vashem. Eh bien ça, j'aimerais beaucoup y être, car moi, je n'étais pas à Tunis, j'étais à Béja. Je n'étais pas née pendant la guerre, mais je n'ai pas connu certaines personnes de ma famille parce que les bombardements sur Béja ont fait mourir certaines personnes de ma famille. Et c'est une mémoire très, très vive encore aujourd'hui, puisque le hasard fait qu'il y a 2 jours encore, je parlais avec un oncle qui me racontait, il était là pendant les bombardements, et qui me racontait comment ça s'est passé à Béja, et c'était vraiment très violent, il y a eu beaucoup de morts. Donc moi, je te félicite de ton projet d'écriture. Et alors, puisque nous sommes dans une émission littéraire, je vais vous raconter un point littéraire lié, si vous voulez, à ce que j'ai organisé. Oui. Je fais un film sur un Marocain nazi qui passait à Auschwitz, et par le plus grand des hasards, je dîne avec Avner Shalev, qui est le directeur de Yad Vashem, et qui me dit, la semaine prochaine, je vais ouvrir le musée, j'ai payé quelqu'un, il n'y a rien sur la Tunisie. Je dis quoi ? Alors je vous raconte pas tout ce que j'ai pu faire, mais dans le cadre littéraire, j'ai un professeur qui était membre de mon jury, qui est devenu un ami, qui est aujourd'hui un complice, et qui s'appelle Albert Memmi. Et Albert Memmi, donc régulièrement je vais le voir, et si je ne vais pas le voir, il m'appelle, même encore aujourd'hui, il a 99 ans, et je vais chez lui et je vois toujours sur le mur un bout de Sefer Torah déchiré. J'ai jamais osé demander. Mais un jour, je dis, mais c'est quoi ça ? Il m'a dit, tu sais que mon papa était bourrelier. Et un jour, un officier nazi est venu avec un Sefer Torah, il lui a dit de faire un sac pour sa fille ou sa femme. Bourrelier, c'est les gens qui travaillent le cuir et qui font des... Tout à fait. Et donc... quand le directeur de Avner Shalev m'a dit, je suis parti chez lui, et je lui ai dit, il faut que tu... Mais non, c'est pour mon fils. Je lui ai dit, ton fils, je ne suis pas sûr qu'il va faire. Eh bien, aujourd'hui, il y a un mur entier à Yad Vashem sur le judaïsme tunisien que je vous conseille vivement d'aller voir. Je l'ai vu. Et le deuxième point, lui, qui mérite aussi une grande histoire, parce qu'il est aussi lié à la littérature et à l'histoire, c'est l'histoire de l'étoile jaune. Le grand professeur Paul Sebag disait on n'a pas porté d'étoile jaune en Tunisie. Et un jour, je rencontre une femme, députée, qui s'appelait Mathilde Daguez, qui me dit, Claude, à Sfax, on a porté l'étoile jaune. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. 2 personnes que je respecte pour leur autorité disent 2 choses contraires. Et me vois-tu pas que je vais faire des conférences à Netanya, à Tel Aviv, et chaque fois, à la fin de la conférence, je dis, est-ce que quelqu'un a une étoile jaune ? Et à Netanya, M. Ishaï se lève et me dit « J'ai l'étoile jaune » qui se trouve au musée. Et chaque fois que je lui dis merci, il me dit « Ne me dis pas merci ». Tous les Soussiens, parce qu'il vient de Sousse, qui vont au Yad Vashem, voient mon père et me félicitent. Donc, pourquoi je raconte toutes ces histoires ? C'est qu'en fin de compte, c'est comme une espèce de poupée russe. Oui. Donc il y a une histoire dans une histoire. Et le deuxième livre, si vous voulez, sur lequel je travaille actuellement, c'est pourquoi les Juifs de Tunisie sont partis. D'abord, récemment, un écrivain me disait, il faut que vous compreniez qu'il y a l'ADN des Juifs de Tunisie de 2500 ans. Les Arabes sont arrivés en l'an 700.
Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que très souvent, les gens ne comprennent pas. Vous allez à Marseille, au Canada, à Paris, à Ashdod même, et ils vous disent « Ah, la Tunisie, comme c'était bien, comme c'était beau ». Mais d'où vient cette espèce de phénomène curieux, en fin de compte ? Nous étions 110 000 à la belle période du judaïsme tunisien, nous sommes 1500. Et pourtant, il y a chez ces juifs tunisiens quelque chose d'étonnant. Il y a quelques mois, à Ashdod est venu un chanteur musulman de Tunis qui s'appelle Morsen. La salle était pleine. Moi, je suis curieux, donc je suis parti voir. Et en rentrant, il dit « D'où vous venez ?» Que croyez-vous qu'ils disent ? Moi, j'aurais dit, je sais pas, Ashdod, Ashkelon, non, Zarzis, Djerba. Donc, c'est quelque chose de très fort qui est, si vous voulez, marqué par ce phénomène. On a eu, en entre-deux-guerres, Vitalis Danon, Rivel, on a eu des gens qui ont écrit. Puis, il y a eu un silence total. Il y a eu Albert Memmi, mais jusqu'en 1970, le silence total. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on venait de Béja, on venait de Sarcelles d'ailleurs, on n'était pas prêt à écrire et surtout à raconter. Aujourd'hui, j'ai compté 120 livres depuis 1970, des bons, des mauvais, c'est pas important. Mais l'historien, lui, a besoin de tous les livres. Parce que dans un livre, même s'il est mauvais, il y a à la page 42 des détails qui n'appartiennent que... Et pourquoi ça, c'est très important ? Parce que quand un juif du Maine-et-Loire décide de raconter son histoire, il va à la mairie et il remonte jusqu'en 1700. Nous sommes les derniers des Mohicans. Après nous, il n'y a rien. Devant nous, il n'y a rien. Et si nous ne faisons pas, c'est un impératif catégorique, c'est une injonction. Il faut raconter, il faut faire de la même manière qu'aujourd'hui, à Yad Vashem et à l'Institut Ben-Zvi, il y a une recherche, si vous voulez, de lieux, de choses. Alors, j'ai vu l'autre fois la famille Naon qui a apporté la tenue de la grand-mère, les bijoux dans la main, les khalkhal du pied, et à Yad Vashem, c'est pareil. Donc, il y a une volonté de conserver ce qui va disparaître si on ne le fait pas, et ça me paraît fondamental. Et pourquoi je dis ça ? Parce que tu as dit très justement tout à l'heure que j'étais aussi israélien, comme toi tu es israélienne. Moi, je crois que la société israélienne idéale va être celle qui permet à toutes les communautés, ensemble, de former un ensemble, mais chacun aura apporté son originalité, comme disent en yiddish, son pekeler, et tout ça va être l'Israël de demain. Déjà, c'est en train de se faire. Il y a 25 ans, il y avait de la musique qu'on appelle orientale, d'autres appellent méditerranéenne, et pour se moquer, les Israéliens disaient, c'est de la musique de la Tachana Merkazite. Aujourd'hui, la musique israélienne de Kobio, Zaeti, Ankri, c'est ancré dans l'histoire et dans si vous voulez, c'est dans la société israélienne. C'est pareil pour les films. Aujourd'hui, il y a des tas de films qui sont faits. C'est pareil pour des ouvrages qui sont faits. Donc, il y a une volonté qui est, si vous voulez, certaine. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Yad Vashem, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait oublié qu'à Salonique, qu'à Benghazi, à Tunis, il y avait des nazis. Maintenant, dans les prières, on a inclus ce phénomène-là. Il va sans dire que cela n'a aucune commune mesure avec la Shoah de Pologne. Mais moi, je dis, la Shoah est juive, parce que les juifs, les nazis, ils s'en fichaient si vous étiez tunisien, marocain, ils voulaient tuer des juifs. J'étais à Wannsee. Vous savez, à Wannsee, en janvier 1942, il y a eu la conférence dans laquelle on a décidé de tuer les juifs de tous les pays. Et donc, la directrice m'a montré le plan. En Albanie, je sais pas, 10 000. Oui. Et en France, on marque 700 000. Mais on sait que 700 000, c'est pas possible. Dans les 700 000, il y a l'Afrique du Nord. Donc, la chance de la Tunisie, c'est que
il y avait la défaite d'El-Alamein, la défaite de Stalingrad et la distance géographique. Mais sinon, il serait passé exactement comme ça s'est passé à Salonique, où 97% de la communauté a disparu. Et c'est donc bien que les gens sachent que, d'ailleurs, si vous voulez, je vois ça avec mes enfants et mes petits-enfants, il y a en Kitachet ce qu'on appelle le devoir de source, de Shorashim. Eh ben, les enfants vont interviewer leurs parents et surtout leurs grands-parents. C'est quelque chose step by step. Moi, je crois. Absolument, c'est vrai. Et je trouve ça très, très bien. Je suis complètement d'accord dans le fait que s'éloigner de la mémoire, c'est se perdre quelque part. Et à ce sujet, je voudrais te demander, est-ce que tu as connu Moïse Romani ? J'ai pas connu personnellement, mais j'ai lu et j'ai suivi ce juif belge comme moi je suis français. D'abord. Non, je sais, c'est pour ça que je dis belge. Et qui a fait un travail remarquable dans la revue Regard et dans sa communauté. Ça fait partie des gens qui sont si vous voulez, des bornes qui ont permis d'avancer. Pareil pour les juifs égyptiens. Oui, moi je parlais de Moïse, que j'ai en revanche très très bien connu et qui était un ami très proche. En tant qu'éditrice à l'époque, j'ai publié ces 2 ou 3 premiers livres. Le premier était Rôde un pan de notre mémoire et le second Shalom Bwana. Parce qu'il y a eu un temps où le Premier ministre au Congo était issu d'un père juif. Donc, mais Moïse avait cette volonté, je dis avait parce que malheureusement il n'est plus là, et il avait cette volonté de faire parler chaque juif, parce que chaque juif avait quelque chose à dire, et de le filmer. Et il a écrit un livre que j'ai publié à l'époque où je dirigeais les éditions Raphaël, qui s'appelle L'exil oublié. Et l'exil oublié, c'était le départ de tous ces juifs d'Afrique du Nord, les souffrances qui qui en ont découlé, les difficultés, toutes les choses, les accueils pas forcément faciles et chaleureux. Quel euphémisme! Oui, j'essaye. Tu l'as remarqué, ça m'étonne pas. Je me laisserai pas dire autre chose. Mais ça a été un travail extrêmement important, et pour l'avoir vu travailler, je lui ai dit un jour, je sais pas, tu te rends compte, il était très modeste, hein, très 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 modeste. Les savants généralement sont des gens. Moi j'ai eu la chance de connaître Avraham Attal. C'est étonnant. Ils ont 2 qualités, la modestie et le don. C'est vrai. Alors que je connais des gens ils ont un demi-quart de 8e de n'importe quoi, ils sont de Fort Knox. Et alors que des gens comme Attal et Rahmani, chaque chercheur qui vient, il ouvre la porte et il ouvre c'est étonnant, ça fait. Donc pour moi, tu fais partie de ces gens qui... c'est une honnêteté de parler du passé pour pouvoir, au présent, avoir le droit à la parole, je crois. Et donc... Attends, non, là, je t'arrête tout de suite, parce que comme très souvent, les gens m'accusent de nostalgie, que j'ai forgé une phrase qui me paraît être que tu vas adopter. Je dis féconder le passé, enfanter l'avenir, voilà mon présent. Bravo, oui. Bravo, tu devrais la mettre en exergue sur ce livre dont tu nous as parlé, que tu es en train d'écrire. J'achète. Oui, achète, sinon c'est moi qui achèterai. Hein. Mais je mettrai ton nom. Ah bah quand même. Ça s'appelle l'honnêteté, c'est la moindre des choses quand même. Et, tu sais, Claude, je pense que tu vas revenir, parce que figure-toi que nous sommes au terme de l'émission, que j'ai passé un temps très agréable à t'écouter, et pas seulement agréable, parce que je ne suis pas rentrée dans les brèches que tu as creusées pour te faire préciser certaines choses, mais ça n'était que la première de quelques émissions, si tu en es d'accord, parce que je t'en ai pas parlé avant. C'est une demande qui est partagée. Alors c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de choses, et pas seulement, bien sûr, sur les Juifs de Tunisie, le judaïsme de Tunisie, la pratique, le fait, et je suis ravie que Claude l'ait rappelé, que le judaïsme tunisien a quelques milliers d'années. Mais sur d'autres choses aussi. N'oublions pas que Claude est israélien, qui s'intéresse à tout. Je ne sais pas si tu fais comme moi, parce que moi, des fois, je dis au bon Dieu, mais c'est ce qui est embêtant. Bon, il faut mourir. Ben, attends, avec tous les livres que j'ai encore à lire, je ne parle même pas de ceux à écrire, mais tous
tous les livres que j'ai encore à lire. Mais non, on peut dire ce qui était entre nous, on va le publier. Quand je suis venu, je t'ai dit 120 ans plus TVA et tu as eu la gentillesse de me dire dis-lui TVA de France. Absolument. Alors on va se quitter là-dessus, Claude, mais on se revoit bientôt. Avec plaisir. Merci infiniment. Shana Tova. Shana Tova, merci beaucoup à tous nos amis là de l'autre côté de la caméra, auxquels je pense toute la semaine puisque je prépare mes émissions et auxquels tous les journalistes de la station pensent beaucoup. J'espère que vous êtes contents. À bientôt.